Indiana Jones reprend du service et après le temple maudit, c'est les signes qui prouvent que ma rupture amoureuse n'est pas définitive qu'il est parti chercher. Il est un peu rouillé, il a des courbatures, on va voir ce que ça donne. On se retrouve comme d'habitude, juste après le générique. Les signes qui prouvent que ma rupture amoureuse n'est pas définitive. Très honnêtement, on aurait pu titrer cette vidéo « Les preuves que mon ex m'aime toujours ». On aurait tout autant été dans la vulgarisation du comportement, de la décision de l'autre, dans la surinterprétation et bien évidemment dans l'idée de minimiser l'espace et l'impact psychologique de ce qu'est vraiment une rupture amoureuse. Le risque, on le comprend assez aisément, je pense, à partir du moment où on lance une véritable réflexion, c'est le déni amoureux, c'est cette idée de finalement passer complètement à côté de la réalité de la situation. Pour aborder le sujet du jour, comme bien souvent, deux parties différentes et on se lance immédiatement dans la réflexion qui est cette recherche naturelle de réassurance qui creuse déjà une tranchée intellectuelle, une tranchée psychologique et malheureusement une tranchée matérielle faite de réflexes, de tendances qui, vous l'imaginez bien, nous éloigne malheureusement de l'objectif primaire qu'est la reconquête amoureuse. Parce que qui dit reconquête amoureuse dit acceptation du fait que cette histoire était bancale, que cette histoire est terminée. Grosso modo, si vous voulez une image, au premier carrefour, on prend déjà le premier chemin, donc forcément on va allonger la durée du périple. Le besoin, on le comprend, il est tout à fait naturel. La rupture amoureuse, c'est une décision unilatérale, c'est une décision injuste puisque on l'a statué des milliers de fois. Il y avait d'autres solutions que cette dernière. On aurait pu consulter des professionnels, on aurait dû discuter, on aurait dû trouver un terrain d'entente. Vous avez été mis devant le peloton d'exécution, franchement, la session au tribunal, là, le jugement a été un petit peu rendu à la va-vite. Et puis en plus, votre avocat était pas là. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? On se fait tirer dessus, on se réveille, on se dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et moi, je veux être certain, quand je me lance dans cette reconquête amoureuse, qu'il y a encore une chance, qu'il y a encore un espoir. On m'a acheté du bateau, j'essaye de me rattraper à un fil qui traîne, à l'encre s'il faut. Je réfléchis pas au fait que potentiellement ça va me faire couler. Je réagis instinctivement dans une visée à court terme. Il me faut quelque chose pour me donner cette réassurance, me permettre de continuer à croire. Le problème, c'est que cette croyance est relativement dangereuse puisque elle nous entraîne, comme je vous le disais, dans les fonds de ce marasme, de ce marais qu'est la rupture amoureuse et qu'est la reconquête amoureuse, surtout si on s'y prend, mais un petit peu n'importe comment. Alors vous allez me dire, bien évidemment, cette logique, on la retrouve un petit peu partout. Il est sûr et certain que quand on a un objectif matériel précis et difficile à atteindre, on veut se rassurer. C'est quelque chose qu'on voit dans le sport, par exemple, quand on va jouer face à une équipe qui est bien meilleure que nous, un adversaire qui est bien plus fort que nous, l'idée principale, première, c'est d'étudier ses points faibles et peut-être de visionner des images de moments où cet adversaire perd, cet adversaire rate, cette équipe n'est pas en forme et comment on a su, notamment de plus petits adversaires, l'outsider, la personne que nous on est, a réussi à se faufiler, à marquer des points et peut-être même à battre cet adversaire ou cette équipe. On le comprend, mais on est quand même dans la difficulté matérielle de lâcher prise. Quand on est dans cette idée de chercher des signes que mon ex m'aime toujours, que ma rupture n'est pas définitive, j'invite quand même à reformuler. En réalité, on est en train de chercher des signes que la décision de l'autre n'est pas assertive, qu'il ou elle ne sait donc pas ce qu'il veut, qu'il ou elle n'est pas forcément ultra intelligent, entendu comme adapté à sa situation, adapté à son environnement. Je ne suis pas en train de parler de ses capacités de réflexion ou ses capacités mathématiques ou que sais-je, mais on est dans le refus de sa volonté, le refus de sa capacité à formuler son objectif
primaire qui, a priori, comme tout être humain, est celui de son propre bonheur. On est en train de se replacer au cœur d'un processus dont on nous a volontairement exclus et on va comme ça rechercher quelque chose qui, à mon sens, donc peut être dangereux. Et cette dangerosité, finalement, c'est un petit peu le cœur du sujet et cette première partie que je viens d'annoncer, on peut la voir comme une intro bis avant de passer donc dans le cœur, le corps de notre réflexion, qui est donc notre deuxième partie et qui est le fait que quand on cherche, on trouve, mais on va quand même se demander si c'est si judicieux que ça. Il y a sans doute dans les comportements de votre ex des fameux signes effectivement d'une forme de doute, d'une forme de manque d'assertivité. On vous a peut-être dit on se retrouvera si le destin fait qu'on se retrouve, je ne te déteste pas, je te souhaite du bien, pour l'instant je n'ai pas envie de, mais on verra plus tard, tu sais c'est difficile, je traverse une mauvaise passe, bref tout un tas de vocabulaire qui vous fait penser que avec un peu d'attentisme, avec un peu de chance aussi, la personne face à nous va arriver à cette réalisation qu'on a fait une erreur, que finalement on vous aime, et puis un petit coup de silence radio, une petite lettre pour créer du manque, emballer c'est peser, voilà 3 kilos de jambon pour mamie, c'est cool. La réalité des faits est beaucoup plus insidieuse et difficile que ça. D'abord, il faut noter que ce doute dans les paroles de votre ex est tout à fait compréhensible, tout à fait explicable. D'abord, parce que l'être humain en soi est un être nostalgique, ensuite parce que la notion de choix par définition est une privation, donc quand je dis stop à quelqu'un, je sais que je lui fais mal, je me fais mal également puisque il y a cet échec qui naît, et puis en fermant ce chapitre, je sais que je vais devoir changer de bouquin, et quand quelque chose s'arrête, un cycle quel qu'il soit, on a toujours cette vision un peu romantique des choses. J'imagine que vous avez tous eu ce sentiment le jour où vous avez quitté le lycée, quand on a son bac, le dernier jour, on se dit mince, je referais bien une semaine quoi, parce que c'est cool, tout le monde est content, tout le monde a l'examen, on revoit les profs, c'est sympa, machin, etc. Mais 2 semaines avant le bac, on voulait juste finir ce truc-là, s'en aller, profiter des grandes vacances. Et il y en a même, comme moi, qui sont un petit peu masochistes et qui reviennent dans leur lycée. Je l'ai fait plusieurs années après l'obtention de mon diplôme pour revoir certains profs, notamment celle dont je vous avais parlé, qui s'appelle Madame Hoffman, ma prof d'histoire, qui est un peu formé mon cerveau tout simplement. C'est quelqu'un que je suis revenu voir plusieurs années d'affilée. Il y avait des espèces de réunions anciens élèves profs, alors que c'est un endroit que tout le monde voulait quitter au moment où on y était. Est-ce que c'est un paradoxe? Non, c'est quelque chose de complètement normal. La rupture amoureuse est un choix extrêmement compliqué, et puis cette idée de définitif ou pas, finalement personne ne peut être assertif face au définitif. On dit souvent, Fontaine, il ne faut pas dire que je ne boirai pas de ton eau, enfin vous replacez les mots, là je suis allé un peu vite sur l'expression, mais l'idée est véritablement là, dans un contexte différent, bien évidemment que les choses peuvent être différentes. Et puis justement, parlons du contexte, la rupture amoureuse, c'est quand même un contexte conflictuel, c'est un contexte où on essaye de choisir nos mots, alors soit avec une très forte empathie pour pas vous faire du mal, pas vous voir vous écraser au sol en pleine discussion et se dire oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, la personne face à moi, grosso modo, elle va pas survivre, je vais être responsable de ça, etc., etc. Soit de manière plutôt dure, plutôt acerbe, parce que vous semblez pas comprendre, parce que vous contre-argumentez, et parce que le sujet est pas forcément agréable. Mais de base, c'est cette logique conflictuelle, c'est ces deux chemins intellectuels qui s'éloignent l'un de l'autre, qui créent cette tension ou cette surempathie que derrière, on va analyser comme un signe ou non de la possibilité de se remettre ensemble. En tout cas, le risque, la matérialité créée, cette tranchée dont je parlais, elle va être faite d'attentisme. Si je vois ces fameux signes, parce que mon ex m'a dit on se retrouvera peut-être, donc on est sur quelque chose de positif. Il ou elle m'a dit j'ai toujours des sentiments pour toi. Bon, ça veut dire que finalement on n'est pas si mal, ça veut dire que je ne vais pas avoir besoin de déployer des ressources incroyables. Il ne faut pas oublier que dans notre tête, à l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a aussi ce rapport entre la minimisation du coût et la maximisation du profit. Donc on n'a pas envie de faire des efforts incroyables. On n'a plus l'image du chevalier qui va charger une armée à lui tout seul. Ça s'est arrêté avec le Seigneur des Anneaux. Aragorn qui charge l'armée tout seul. Aujourd'hui, non, il sort son téléphone, il regarde, il fait salut les gars. Au mieux, il appelle la police et puis il part en courant. Et puis les conséquences, on s'en fout un petit peu. Voilà, il y a une évolution. Alors c'est pas une critique globale, quoique un petit peu, mais l'idée est véritablement aujourd'hui présente que
trop d'efforts, ça va être trop compliqué, je vais pas y arriver, je vais pas supporter. C'est comme ça qu'on voit des logiques comme les logiques de la deadline, par exemple, qui apparaissent à moi. Si d'ici 3 semaines, 3 mois, j'ai pas réussi à me remettre avec mon ex, j'arrête. Qui font questionner derrière les véritables sentiments comme l'amour, comme l'honnêteté envers soi-même, etc., etc. Bon, bref, on va pas rentrer dans la psychanalyse de ce que vous ressentez vis-à-vis de votre ex. On veut se dire que, attention, le fantasme du retour de l'autre est quelque chose qui est extrêmement prôné dans notre environnement. Je l'ai tapé dans la barre de recherche YouTube, les signes qui me prouvent que des vidéos, il y en a plein. Alors parfois c'est 3, parfois c'est 5, parfois c'est 7, parfois c'est 12. La vache, c'est un petit pousset, notre ex, qui nous laisse donc des petites preuves qu'il ou elle va revenir. Il y a même des vidéos qui statuent donc que les ex reviennent toujours. Si vous êtes là, je crois que je suis à 7 ou 800 vidéos, alors pas toutes publiques, je ne sais pas combien il y en a que vous pouvez regarder tous les jeudis, mais quand je vois qu'il y a un public qui est relativement fidèle et qui grossit de jour en jour, ça doit être parce que les ex ne reviennent pas naturellement et que les petits signes qu'on a laissés derrière nous étaient peut-être pas si faciles à lire ou traduisaient peut-être une réalité que nous, on n'a pas nécessairement compris. En tout cas, l'autre risque, c'est de se dire qu'on est dans une forme de déresponsabilisation. Cet attentisme-là nous pousse donc à remettre en question la nécessité de notre évolution, la nécessité de faire changer notre communication. Parce qu'après tout, cette personne-là, je la connais, elle me connaît, elle m'explique qu'elle a encore des sentiments pour moi ou que peut-être il y aura une possibilité, etc., etc., etc. Et ça, ça va créer aussi des énormes désillusions le jour où on s'aperçoit qu'il ou elle a fait une rencontre. Mince, il m'avait menti, il m'avait dit qu'on se retrouverait peut-être et machin et truc et bidule et moi j'étais là à attendre et on n'a même pas pris en considération mes sentiments avant de se mettre avec quelqu'un d'autre. Non, évidemment, puisque cette phrase, on vous l'a dit encore une fois dans un contexte particulier, derrière on a juste et tout simplement continué à vivre sa vie et comme il n'y a pas eu de contraste et comme il n'y a pas eu de véritable évolution, comme il n'y a pas eu d'acceptation de votre côté du fait que signe ou pas signe, la relation de toute façon était bancale, techniquement, et que ce changement n'a pas eu lieu, votre ex n'a pas vu l'intérêt effectivement de venir vous redéclarer sa flamme qui, ne l'oublions pas, évolue aussi au cours du temps. Mettez une bougie dehors, regardez la flamme sur cette dernière, vous allez voir que elle virevolte à gauche, à droite et un gros coup de vent, elle s'éteint. On est aussi sur quelque chose de complètement similaire avec l'amour, qui est une énergie qui est mouvante et qui n'est pas juste un mot qui donc vous envoie un signe et qui vous prouve que les choses vont se faire absolument toutes seules. On est malgré tout, et il faut l'accepter, dans cette idée que le deuil amoureux doit être présent après une rupture amoureuse. On n'est pas dans cette logique où la rupture amoureuse est une pause. Et même si c'était vrai, on entend parfois parler de break. Je ne vais pas vous mentir, 9 fois sur 10, en tout cas moi, évidemment, avec mon métier, et ce qui veut dire que ma subjectivité est peut-être là, mais dans énormément d'histoires que je suis amené à traiter, la rupture a commencé par le « j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'air, faisons une pause ». Et puis après quelques semaines, « ah tu me manques pas trop, donc finalement c'est peut-être mieux que ». Et puis comme c'est déjà organisé, que toi tu es à gauche, moi je suis à droite, ça passe comme une lettre à la poste. C'est beaucoup plus simple pour valider, avoir le tampon du maire qui nous explique que cette relation est bien terminée. Maintenant, l'idée qu'il faudrait... La question qu'il faudrait se poser, l'image que je voulais apporter, c'est cette idée que vous avez reçue pour vous montrer que les signes, finalement, on s'en fout un petit peu. Je veux que vous imaginiez que demain matin, vous allez au travail et là, ça se passe hyper mal. Il y a une embrouille avec un responsable, j'en sais rien. Grosso modo, on vous accuse d'un truc que vous n'avez pas forcément commis, on s'en fout, mais ça se termine avec une réunion où on vous dit, écoute, hop, va falloir que, il va falloir que tu restes chez toi à partir de demain, que tu te trouves un autre boulot. On vous envoie la petite lettre de licenciement. Et puis là, vous vous dites, ah non, attends, moi je suis pas d'accord, ça fait des années que je bosse là, on me doit plus de respect, c'est pas comme ça qu'il faut me traiter, je devrais avoir mon mot à dire, en plus là c'est pas juste, c'est pas normal, etc., etc. Le réflexe, si vraiment on est dans la certitude que... il y a un abus de pouvoir, un peu comme dans une rupture amoureuse au final, qu'est-ce qu'on fait ? On va au prud'homme. Ok, très bien, vous allez au prud'homme, tatati, tatata, ça se passe bien, la vache, vous gagnez, c'est top, c'est miraculeux. Et là, le juge va expliquer à votre employeur que c'est un licenciement abusif, vous devez réintégrer la personne.
Alors, il y a deux questions qui se posent. Un, est-ce que vous avez envie de retourner au boulot le lundi matin quand vous avez été réintégré par contrainte, j'ai envie de dire, parce qu'on a convaincu la personne face à nous qu'elle avait tort. Je suis pas sûr que d'un point de vue personnel, vous arriviez en mode cow-boy, ouais, trop stylé, c'est trop cool, c'est machin. Il y a peut-être une forme de fierté personnelle, d'accord, mais quand vous allez voir votre chef, il y a sans doute un petit malaise. Et puis, bah, il y a ça aussi, il y a l'atmosphère globale. Est-ce que vous allez être productif? Est-ce que vous allez kiffer votre vie à votre travail? Est-ce que les gens autour de vous vont vous voir comme un asset pour cette société? Bref, est-ce que cette relation professionnelle va être stable, va être enrichissante pour les deux parties? Je suis pas sûr. D'ailleurs, alors j'ai pas de statistiques, mais j'imagine bien, ouais, j'ose aussi, moi aussi, fantasmer, que la personne qui gagne au prud'homme, bah, elle a plutôt tendance à utiliser les sous pour mettre ses pieds en éventail et chercher un autre boulot ailleurs, parce que justement, se dire de revenir dans cette relation professionnelle-là, ça va être compliqué, ça va être bizarre. Bah, c'est exactement la même chose avec la rupture amoureuse. On a reçu notre lettre de licenciement, il y a cette injustice. Sans doute que si on allait au prud'homme, on gagnerait, je le dis tout le temps, s'il y avait un juge face à nous, il nous dirait, il dirait à votre ex, mais monsieur, mais madame, vous vous étiez engagé à vivre avec cette personne, vous étiez engagé à être son oreille, vous étiez engagé à vous faire confiance, à être dans la fidélité, jusqu'à ce que la mort nous sépare quand même, hein, le mariage. Donc on est quand même dans un truc, je dis pas que tout le monde est marié au moment d'une rupture amoureuse, mais on est dans cette forme de contrat qui parfois donc est tacite, mais on est dans cette idée-là. Et là, non, on vous a gentiment viré, parfois pour vous remplacer par Sylvie, la stagiaire qui fait des photocopies. Donc forcément, c'est dégueulasse, nous on a plus d'expérience, on connaît mieux, on devrait être là, etc. etc. Maintenant, la question c'est, encore une fois, est-ce qu'on imagine revenir, et puis on va aller plus loin, revenir dans le même cadre, sans nous évoluer, sans avoir de nouvelles compétences, sans avoir de nouvelles qualités, et donc sans être capable de proposer un relationnel et un échange différent à la personne qu'on a face à nous. Donc techniquement, on s'aperçoit avec ce besoin d'évolution, ce besoin de contraste, parce que justifier ou non cette rupture amoureuse, elle marque quand même le fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, qu'il y a quelque chose qui est bancal. Et ce principe d'attentisme, parce que quand on regarde les signes, encore une fois, on est dans ce besoin de réassurance. Le pire, c'est qu'on nous nourrit cette réassurance, on nous dit oui, il y a vraiment des signes, oui, les ex reviennent vraiment. Ben, on favorise des relations qui sont malsaines, on diminue notre propension, notre volonté à évoluer, qui, je pense, c'est quand même à l'intérieur de nous. Mais quand le résultat de cette évolution est un truc qui véritablement nous tient à cœur et nous fait peur si on ne l'obtient pas, là on fait fi un petit peu du voyage au profit uniquement de la destination. Hein, on se dit, moi je veux juste le résultat, les efforts c'est pas trop grave. La reconquête amoureuse c'est tout le contraire, c'est vraiment les efforts qui sont les plus importants, parce que c'est ça qui va créer un relationnel qui est différent. Alors des signes que votre rupture amoureuse n'est pas définitive, est-ce qu'il y en a? Peut-être. Peut-être pas. La conclusion, c'est que c'est absolument pas important. C'est que même si vous avez face à vous quelqu'un qui est dans un pacte absolu, qui vous dit « je te déteste, je ne veux plus, je veux », eh bien, il y a toujours une chance d'évolution, puisqu'absolument rien n'est gravé dans la roche. J'ai vu des reconquêtes amoureuses aboutir alors qu'il y avait des signes que c'était plutôt le contraire, hein, que ça n'aboutirait pas, je recommence. Et j'en ai vu d'autres, au contraire, où il y avait tous les signes et puis il se passe quelque chose qui fait qu'on a un gros coup de frein et puis finalement, l'objectif n'est pas atteint. Donc techniquement, aller regarder notre environnement, c'est très intéressant, mais ça devrait plutôt nous servir à formuler notre évolution, notre système de communication, quel système crise, plutôt que les preuves que l'autre va faire le boulot. Hein. Techniquement, il ou elle nous a quittés. Il y a quand même des raisons qu'il y ait des signes ou pas de sa tendance à douter. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez que le like fait énormément de bien à l'algorithme. De même pour l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche. Et vous pouvez également toujours rejoindre cette chaîne et bénéficier des avantages VIP, à savoir toutes les vidéos quotidiennes que vous voyez. Vous pouvez les débloquer derrière l'abonnement VIP. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une merveilleuse fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain 17 h pour un prochain contenu. Salut à vous!